Les mythes et les esprits qui peuplent depuis toujours l'immense forêt des Carpates m'ont laissé entrer en Roumanie et se dissipent comme la brume aux premières lueurs du jour. Située à l'extrême nord de la Roumanie, toute proche de la Hongrie et touchant l'Ukraine de ses flancs, la région du Maramureș est comme un écrin de verdure, blotti entre les Carpates et la Transylvanie. Ces noms, à eux seuls, sont synonymes de voyage et suffisent à m'entraîner vers un ailleurs authentique et mystérieux, rempli de promesses. Je suis venu jusqu'ici pour entendre battre un rythme, sentir une odeur, regarder la lumière et toucher du doigt un temps perdu. Je quitte le monde des esprits si cher aux Roumains et j'entre lentement sur les terres du Maramureș. Être berger, ici comme partout ailleurs dans le monde, c'est avant tout s'occuper des bêtes, être à leur écoute, vivre à leur rythme et ne manquer aucune des multiples tâches quotidiennes qui émaillent la journée. Oh. Oh. La journée commence à 5 heures. Tu te lèves, tu te laves le visage et tu pars au travail. Tu traies, tu filtres le lait, tu mets le ferment, tu fais le fromage et puis tu te fais à manger. Après, tu retournes voir les moutons. Et l'après-midi, c'est la même chose. Le soir, vers 9 heures, il faut recommencer. Traire, faire le fromage, faire à manger et enfin dormir. Oui, c'est difficile. Parce que tu n'as jamais de temps libre. Tu dois toujours être présent. En plus, comme on est dans la montagne, il pleut souvent et ça rend le travail plus compliqué. Par ici, il y a pas mal de loups. Alors tu ne peux jamais être complètement tranquille. En plus, comme il n'y a pas de magasin, ce n'est pas facile d'écouler ta production. Il y a des ours aussi, mais le problème vient surtout des loups. L'année dernière, ils m'ont tué un mouton. Pas seulement chez moi, chez les voisins aussi. Ça a failli arriver une autre fois, mais là, les chiens ont été attentifs. La peur les a rendus plus alertes que la première fois.
Ici, les bergers sont propriétaires de leur terrain. Moi, j'ai 10 hectares, mais ce n'est pas assez pour les animaux. Donc je dois acheter plus d'espace, ou sinon je dois louer chaque année de nouvelles terres. Propriétaire de plusieurs hectares de terrain et de 2 maisons plus bas dans la vallée, cet homme a tout de même fait le choix de vivre dans une frêle cabane en bois, au beau milieu d'un champ, entouré de son troupeau. Et je comprends que sa vie n'est pas un rejet du monde, mais bien une décision personnelle et réfléchie, une forme d'abnégation, presque une discipline dont on soupçonne mal l'exigence, car renoncer est certainement ce qu'il y a de plus difficile de nos jours. Traire ses bêtes, préparer la nourriture pour les chiens, garder le troupeau et faire les fromages sont ses principales activités. Il en tire l'essentiel de ses maigres ressources, mais sa richesse est certainement ailleurs, loin des valeurs matérielles. Je fais tout ça parce que j'aime la nature et que ça me procure du plaisir. Et puis si une année ça marche pas bien, je garde l'espoir que l'année suivante sera meilleure. Je suis trop vieux maintenant et je préfère ça à aller faire le larbin dans un autre pays. Je préfère être libre ici et me contenter de ce que j'ai. Maintenant ce sont mes chèvres les chefs, j'y suis attaché et cette vie avec elles me plaît. Au milieu de cette verdure, il me revient soudain à la mémoire une histoire très répandue ici, concernant une créature censée intimider toute personne s'apprêtant à pénétrer dans la forêt des Carpates et que l'on nomme la Dame de la Forêt. J'ai déjà entendu parler de cette histoire, mais personnellement je ne la connais pas. Les anciens disent qu'elle se promène parfois avec des sabots de cheval ou des pattes de chien, mais moi je ne l'ai jamais vue, même pas entendue. Je n'y crois pas en réalité. Il n'y a plus que les vieux qui croient encore à tout ça maintenant. Centaure des Carpates, mi-femme, mi-cheval, la Dame de la Forêt habite les esprits et les sous-bois de cette région depuis plusieurs générations. Elle attire et envoûte les jeunes hommes téméraires et les maintient captifs dans les arbres jusqu'aux premières heures du matin. Mais le pragmatisme de ce berger l'éloigne sans doute de tout risque de la rencontrer un jour. Pourtant, ce corbeau accroché par les pattes, exhibé comme un signal à l'entrée de son terrain, laisse à penser qu'il n'est pas vierge d'une certaine forme de superstition. Les sous-bois n'abritent pas toujours des créatures inquiétantes. Et à se promener en compagnie des derniers rayons du soleil, on fait parfois de douces rencontres. Attirés par une force irrésistible, les innombrables cours d'eau irriguant la fertile région du Maramuresh serpentent doucement jusqu'au lit tout proche des rivières Mara et Tissa, avant de rejoindre celui de l'immense Danube à des centaines de kilomètres en aval. Pour le moment, toute cette eau sert à alimenter une étrange machine.
Ce type d'endroit destiné au lavage des tapis est fréquent dans cette campagne. Il suffit bien souvent de suivre un cours d'eau pour tomber tôt ou tard sur l'une de ces machines à laver naturelles. En état de fonctionnement et régulièrement entretenues par les villageois, ces tourbillons, comme on les appelle ici, sont très fréquentés pour laver les tapis certes, mais aussi comme lieu de rencontre pour les habitants de ces villages, parfois très isolés les uns des autres. Je n'ai jamais connu une campagne aussi authentique, vivante et habitée. Nous sommes en juin, en pleine période des fenaisons, et quelle que soit l'heure de la journée, on croise toujours des personnes travaillant dans les champs, une charrette sur un chemin, ou quelques voisins se reposant à l'ombre d'un arbre. Une campagne qui n'existait, pensais-je, que dans la mémoire des anciens, à travers leurs récits d'enfance. Pourtant, comme embarqué dans une machine à remonter le temps, je peux sentir maintenant leurs souvenirs. Et je comprends qu'ils ne parlaient pas tant d'une époque révolue que d'une manière de vivre la nature, en écoutant son rythme, en prenant la mesure des choses, et peut-être même celle du temps. Une coupe à la faux commence toujours par le battage de la lame sur une petite enclume, afin de la rendre aussi fine et souple que possible. Ensuite, après avoir humidifié le tranchant à l'aide d'un peu d'herbe fraîche, le paysan l'aiguise soigneusement, car les herbes hautes mettent le fil de la lame à rude épreuve. Il fera d'ailleurs régulièrement des pauses, pour souffler un peu et pour peaufiner l'affûtage de son outil. Ensuite, il reprendra son labeur, car la coupe doit se faire aussi vite que possible. On commence à faucher le foin très tôt le matin, vers 5 heures, parce que l'herbe humide se coupe beaucoup plus facilement à la faux que lorsqu'elle est sèche. Après 10 heures du matin, la productivité baisse énormément, au point que tu pourrais bien travailler jusqu'à la nuit, tu n'arriverais pas à faire la même quantité de travail que le matin en seulement 5 heures de temps. Le foin est très important pour les gens de la région. Ici, dans le Maramuresh, le foin est le premier maillon d'une chaîne. C'est la nourriture pour les vaches qui donnent du lait et pour les cochons qui nous donnent de la viande pour nous nourrir. La coupe du foin, c'est aussi une sorte d'école pour toute la famille. On y apprend à travailler ensemble, chacun à son rythme, avec des travaux plus difficiles pour les hommes, plus faciles pour les femmes et les enfants. Ainsi, toute la famille se retrouve en communion dans une activité collégiale et agréable. Je crois que la singularité du Maramuresh vient du fait qu'historiquement, grâce à la résistance de ses habitants, cette région n'a pas subi le collectivisme communiste et donc les terres sont restées la propriété et la fierté des familles. Il y a même eu une sorte de ruée vers la terre dans les années 80. Et alors, comme les parcelles étaient petites et très nombreuses, il n'y a pas eu de mécanisation. De nos jours, chaque famille veut garder le morceau de terre qui lui appartient. Il est très rare que les gens vendent leurs champs. D'ailleurs, je pense qu'il sera difficile de créer de grandes fermes ici, car chacun tient à sa parcelle de terre comme à un souvenir de famille. La période communiste de Nicolae Ceausescu a profondément marqué la Roumanie jusqu'à sa chute en 1989.
Mais cette région traditionnelle et peu productive du Maramuresh avait les faveurs du dictateur. Et d'une manière assez paradoxale, il encouragea la population locale à perpétuer sa culture et ses traditions, cultivant ainsi l'image du paysan parfait. Et c'est à peu de choses près, ce monde-là qu'il m'est donné de voir à présent. Le travail du foin coule dans les veines des hommes d'ici, depuis toujours. Et même si ce n'est pas très rentable et qu'on peut faire plus de profit en faisant autre chose, les gens tiennent à aller dans leurs champs et à couper eux-mêmes leur foin en été. Sans quoi, ils n'ont pas l'esprit tranquille. Il faut qu'ils aillent travailler leur terrain. Et ce, tant qu'ils en ont la force physique. Jusqu'à 80 ans parfois. En fait, tant qu'ils peuvent se déplacer, tant qu'ils ne sont pas alités, ils vont travailler au champ. Ils le voient comme un sport ou une gymnastique. Le problème, c'est que les gens ne perçoivent pas la richesse qu'il y a ici. Ils partent à l'étranger pour travailler dans l'agriculture, alors qu'ils pourraient faire la même chose ici. Le métier commence à changer depuis peu, mais jusqu'ici, on cultivait la même espèce de pommes de terre depuis des centaines d'années. La même variété de betteraves, la même variété de courges, dont on gardait les graines d'une année sur l'autre. Maintenant, ça commence à changer. On sent une influence. Certains se documentent sur Internet, d'autres prennent des cours. Une chose est sûre, la Roumanie, et plus particulièrement cette région du Maramuresh, vont devenir riches grâce à l'agriculture. C'est avec le cheval qu'on travaille. On laboure, on creuse, on transporte les pommes de terre, le foin, on transporte tout. C'est très important, enfin pour ceux qui veulent bien en avoir conscience. Celui-là, par exemple, il aurait pu finir sa vie depuis longtemps, mais je m'y suis attaché. J'avais 4 ans quand mon père a acheté le premier cheval. J'en ai maintenant 52. J'ai grandi et j'ai toujours vécu avec des chevaux. J'ai travaillé 2 ans et demi dans une mine à Baia Borsa, en 82, 83 et 84. Puis je suis parti à l'armée. Et quand je suis revenu, mon père m'a dit « Prends un morceau de pain et va le manger à l'aube et regarde le soleil se lever. Ne redescends plus dans la mine, car tu ne sais pas si tu pourras en ressortir. » Donc, en 84, j'ai acheté un cheval et depuis ce temps-là, nous sommes restés fidèles. Les mines de cuivre, plomb, zinc, mais surtout d'or, ont fait vivre des générations de gueules noires jusque dans les années 80. La concurrence des grandes exploitations minières comme en Chine ou au Chili a entraîné la fermeture prématurée de la plupart d'entre elles, abandonnant du jour au lendemain des filons encore riches et des milliers de travailleurs devenus pauvres. Ce sous-sol toujours prometteur attend peut-être le jour où les hommes daigneront à nouveau le faire revivre.
Mais bon, je vais pas vous cacher que si j'avais travaillé encore une dizaine d'années à la mine, j'aurais au moins une retraite maintenant. Alors que là, moi j'ai rien de rien. Mais je regrette pas, car l'agriculture me fait vivre. J'ai des oignons, des pommes de terre, des haricots, j'ai du maïs. Je suis satisfait. Bon, je vais vous dire une dernière chose avant de partir. J'aime pas le printemps, parce qu'il y a beaucoup trop de travail. L'été, c'est le foin, et l'automne, c'est les pommes de terre. Alors pour moi, c'est l'hiver que je préfère, parce que c'est repos. Traditionnellement construites en bois, les petites maisons de plain-pied ont la délicatesse des maisons de poupées. À l'intérieur, la magie opère lorsque l'on y croise la présence discrète de leur hôte, se dodelinant sans bruit d'une pièce à l'autre. Héritage d'une vie à accumuler, pleine de tapis, tricots et broderies, ces maisons parfois centenaires aux pièces multicolores abritent une multitude de souvenirs et racontent tout ce qu'il faut savoir sur la famille. Dans le Maramuresh, chaque maison se doit d'avoir au moins une pièce d'apparat pour signifier aux visiteurs non pas son statut social, mais combien la famille en question respecte les valeurs rurales et les traditions qui la lient à la communauté des paysans. Il y a encore quelques années, cela permettait également de se faire une idée de la dot donnée au moment du mariage d'une fille. De la journée approche. Les mamies et les femmes abandonnent progressivement leurs tâches quotidiennes et commencent lentement à converger vers une maison voisine. Bună seara! Seara bună! Nu, hai, vine când te așteptăm. Da, te-am venit. Păi, că îi place aici. Mă leabadă de ce toată? Lângă Dumnezeu să fiu mereu. În fiecare seară, mai ales iernile, în serile de iarnă. On se retrouve chaque soir, surtout durant les soirées d'hiver. Parce que l'hiver, c'est un peu comme les vacances pour nous, les paysans. Donc on se rassemble par petits groupes de personnes de différents âges et on tricote ensemble. On chante des chants religieux, on récite des prières. Et puis on passe à des discussions sur la vie du village, sur les jeunes des environs. Vous savez, toute la journée on travaille. Alors on a hâte de se retrouver le soir venu pour discuter entre voisines.
Mergeam la casa vecinei peste gard de la mine. Je me souviens que, plus jeune, on se rassemblait entre filles chez la voisine, de l'autre côté de la cour. On se retrouvait comme ça à 10 ou 15 filles. On était toutes amies. Et on inventait toutes sortes de stratagèmes pour attirer les garçons. Veneau acolo. Veneau, noi eram cu lucru. Et ils venaient. Et nous, on était entre filles en train de broder. Enfin, on faisait surtout semblant de travailler. Il n'en sortait pas grand-chose car on faisait que s'amuser et rigoler. Finalement, les garçons arrivaient pour s'asseoir avec nous et on faisait semblant de ne pas s'y intéresser. Alors qu'en réalité, on n'attendait que ça. Après toute une journée à travailler, nous n'attendions que le soir, car nous savions qu'il y aurait de la gaieté. À l'époque, c'était la seule distraction, mais c'était vraiment super. Dommage que de nos jours... Enfin, ça perdure encore un peu, mais depuis qu'Internet est apparu, avec Facebook et toutes ces nouvelles choses, l'intensité de nos réunions nocturnes baisse petit à petit. Scadă intensitatea șezătorilor noastre. Deci că n-ai povesti la noi, Dorina. Că și el numai de vă 2 luni încă n-are 2 luni. Auzi, îmi place de vare. Da, sunt foarte atașați. Duminica, toată lumea se îmbracă în straie de sărbătoare. Nous sommes très attachés à notre identité. Chiar... Par exemple, le dimanche, tout le monde s'habille en costume traditionnel. C'est impensable d'aller à l'église en jean basket. Non, ce serait une honte. Ici, pour montrer que l'on a du respect, de la dignité, on s'habille en costume traditionnel. Deci e o cinste să fii îmbrăcat în straie de... în hainele, în portul țărănesc. Je quitte cette ambiance chaleureuse et m'éloigne doucement, laissant ces femmes expertes en filage de laine, aiguilles et crochets terminer leurs ouvrages jusque tard dans la soirée. Vistirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întineri și pe moarte, milește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii. Întotdeauna când intru în biserica aceasta care... À chaque fois que j'entre dans cette église, qui dispose d'un héritage aussi fort, qui a recueilli l'énergie de tant de générations, je ressens sa puissance, sa fantastique charge émotionnelle. Mais surtout, j'éprouve toute la responsabilité qui m'incombe. Et ça renforce ma détermination à transmettre cet héritage à toutes ces générations sanctifiées par la vie et le sacrifice. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Pictura e realizată într-un Ces peintures qui tapissent tout l'intérieur ont été réalisées dans un style post-byzantin du XVIIIe siècle, mais traitées d'une manière plus naïve, rustique, très proche du style des maîtres de l'art populaire. Il existe d'autres églises de ce type dans le Maramuresh, et 8 d'entre elles sont désormais inscrites au patrimoine de l'UNESCO. Celle-ci, grâce à la couleur sombre du bois, à sa faible hauteur sous plafond et la présence systématique de tapis sur le sol, développe une atmosphère feutrée, très particulière, et d'une incroyable douceur.
La dévotion des habitants pour la religion orthodoxe fait du dimanche une journée particulière, tout entière consacrée à la prière et au repos. L'occasion aussi pour tout le village de se retrouver respectueusement vêtus de leurs plus beaux habits. Quand on entre dans une église, que l'on se tient devant une icône, on ressent un vécu très particulier. L'icône est porteuse de l'énergie divine, mais aussi porteuse de l'énergie de tous ceux qui l'ont priée et se sont prosternés devant elle, voyant dans l'icône, plus qu'un objet de culte, une fenêtre ouverte vers Dieu. L'icône porte un don. L'icône est une source d'énergie. C'est une ouverture vers le ciel. Lorsque vous venez devant l'icône avec foi, vous sentez sa puissance. Arrivés jusqu'à nous en se jouant des vicissitudes du temps, échappant aux guerres et au vent, à la bêtise des hommes et aux flammes, cette église est demeurée intacte, presque miraculée. Modeste et en apparence frêle comme une construction en allumettes, elle est entièrement faite d'un solide bois de chêne et témoigne, s'il en était besoin, de la qualité du travail des ouvriers qui la bâtirent 250 ans plus tôt pour nous la léguer en héritage. Lorsque nous regardons le costume traditionnel des paysans, qui est blanc, un symbole de pureté, ce costume n'est pas moins digne que le costume sacerdotal du prêtre. Le paysan, parti au champ faire son travail, réalise en quelque sorte un acte de foi, d'homme honnête et de travailleur. La douceur de cette messe en plein air, ces hommes et ces femmes délicatement parsemés dans ce cimetière-jardin comme autant de bouquets aux couleurs chatoyantes, rien de tout cela n'est faux ou galvaudé. Je suis tout autant touché par la beauté de cet écrin que par l'authenticité de ce qui m'est donné à voir. Ces gens ne sont pas dans un folklore, mais bien dans une tradition quotidienne et vivace, qui prend sa source dans leur propre histoire et celle de leurs parents avant eux. Une fois la messe terminée, les gens rentrent au village et le reste de la journée est consacré au repos, à la famille et à la convivialité entre voisins et amis. Le bruit d'une cascade, une maison en bois à l'ombre des arbres, 2 femmes portant ballots de laine et tapis. Il ne m'en faut pas davantage pour me laisser porter par cette pittoresque scène de vie rurale. Ce matin, comme elles ont coutume de le faire plusieurs fois par an, ces femmes rendent visite au meunier. Tare greu am venit până aici cu ele. Departe și... 6 kilograme. Bine, bravo. Bine. Aproape, nu. 5 de lei, 5 lei. 5 lei. Așa ceva, nu? Dar mai ceva ți-o da, nu, evident. Cum te purta acum și când ne vadă în mașină? Amu? Bunicul a fost morar
Mon grand-père était meunier, mon père ensuite, et enfin moi. C'est la troisième génération. Je suis le seul garçon, j'ai 3 sœurs. Alors après mes études de sylviculture, mon père est venu me voir en pleurant pour me dire que si je partais, il allait devoir fermer le moulin. Par amour pour mes parents, j'ai abandonné la fac, alors que je voulais vraiment continuer. La première fois que j'ai vu tous ces mécanismes, j'étais fascinée, comme n'importe quel enfant. Et je me suis demandé comment tout ça pouvait bien fonctionner et combien celui qui l'avait conçu devait être intelligent. Ça m'a beaucoup impressionnée à l'époque. La laine qui vient d'être tondue est lavée, séchée, après quoi nous préparons les machines. La première phase consiste à mettre la laine sur le berceau qui la carde et la peigne. Ensuite, on va la déposer sur l'autre machine. Elle passe par les rouets pour ressortir en fuseau. Si la laine est beige, elle sortira de la même couleur. Celle-là est blanche, par exemple. Après, on la file. Ce moulin ne se destine pas exclusivement au traitement de la laine. Sous la maison, les grandes roues actionnent d'autres machines pour moudre le grain de maïs ou tamiser la farine de polenta que l'on trouve servie sur toutes les tables. À l'extérieur, jouxtant le moulin, la présence d'un tourbillon attire immanquablement ceux qui ont besoin, l'été venu, de laver leurs lourds tapis de laine. Les gens viennent principalement pour laver leur tapis dans le tourbillon. Et le tapis ressort comme neuf au bout d'un quart d'heure, même sans lessive. Comme on dit chez nous, de même qu'on ne peut avoir de noces sans musicien, on ne peut pas bien laver sans un bon tourbillon. Mais il n'y a pas que le moulin. J'ai aussi 4 vaches, 25 brebis, 10 hectares de terrain qui doivent être entretenus. Il y a la première et la deuxième fenaison, et il faut couper le bois pour l'hiver. Il y a tellement à faire. La priorité, je dirais que c'est l'agriculture. C'est l'agriculture qui sauve le moulin. C'est la production agricole qui nous permet de vivre. Le moulin à lui tout seul ne nous permettrait pas de le faire. Advienne que pourra, mais personne ne va reprendre la relève. Tous mes enfants ont fait des études pour faire un métier plus facile, moins salissant, sans poussière. Ils veulent une retraite, des avantages. Nous, ici, on n'a rien de tout ça. Moi, ça fait 10 ans que je cherche une solution et que je ne trouve pas. J'ai eu une offre de 2 millions d'euros par des Espagnols pour acheter le moulin, mais il n'est pas à vendre.
C'est à transmettre et à garder. Et peut-être dans l'avenir, ça deviendra un musée. Quand je n'entends pas l'eau de mon moulin, je suis apathique. C'est le bruit de cette eau qui m'a construit. J'ai goûté à cette eau et maintenant c'est la passion qui m'attache à elle. Maintenant je vais continuer jusqu'à ma dernière heure. Je me contente de l'eau qui continue à couler. Je n'ai besoin de rien d'autre désormais. C'est comme ça. J'ai une grande chance de voir encore à l'œuvre ce qui bientôt ne sera peut-être plus. Les derniers tours de roue de ce moulin et le dernier tour de piste de ce meunier, le travail de la laine et l'écoulement de l'eau. Je m'avance peut-être, car les choses simples, celles qui touchent à l'essentiel, ne meurent jamais vraiment. Du moins, j'aime à le penser. Les forêts tapissent le flanc des vallées de la région. Et comme j'ai pu le voir tout au long de mon voyage, le bois revêt ici une importance aussi fonctionnelle que spirituelle. Depuis des siècles, le chêne et le pin forment l'essentiel de la construction des églises, des maisons et des grands portails sculptés supposés repousser les mauvais esprits. Le bois est aussi le support sur lequel sont peintes les icônes sacrées du monde orthodoxe. Pour toutes ces raisons, l'activité forestière et l'exploitation du bois n'ont jamais cessé dans cette région. Un cheval n'est pas seulement une compagnie agréable pour l'homme. Sa présence se révèle souvent indispensable à mesure qu'il s'enfonce plus avant dans la forêt, entre les arbres. Ce travail demande au cheval un subtil mélange entre force et agilité. Fruit d'un long dressage, cette obéissance à la voix témoigne d'une confiance mutuelle entre l'homme et l'animal, rendant cette séance de débardage très impressionnante. Le bruit du mécanisme de cette scie a quelque chose de rustique qui me plaît et ne brise en rien le charme de tout ce que je vois ici depuis le début de mon voyage.
dacă nu o să suportez lemnul de treabă. Lasă-l acolo, lasă-l acolo. Lasă că le iau eu. Quand on prend le temps de venir choisir soi-même un morceau de bois pour repartir avec, c'est qu'il doit avoir une grande valeur. Pourtant, cet homme le remisera sans le toucher durant de longs mois de séchage, préférant s'attaquer pour l'heure à une autre pièce. J'ai été choisi par mon maître, Lohan Stan Patras, à l'âge de 9 ans. Et entre 9 et 14 ans, j'ai travaillé à ses côtés pour apprendre. Après, je suis parti faire une école, et puis finalement, à sa mort, je suis revenu ici continuer son œuvre. C'est lui qui m'a désigné comme le plus apte. Voilà comment je procède. Lorsque je reçois une commande, on me dit « je veux une croix pour un tel, pour maman, pour papa », bref, peu importe. Je prépare mon matériel et en même temps, dans ma tête, il y a l'image de ce que je veux faire qui tourne en boucle. Je prépare tout le travail mentalement et de là découle tout le processus de fabrication. On ne peut pas connaître le résultat avant la fin. Il n'y a pas de croquis. Tout est dans ma tête. Le plus souvent, je m'attache à des motifs floraux ou géométriques. Je mets aussi souvent des colombes, mais toutes les croix sont différentes. Quand les personnes sont mortes par accident, par exemple, il n'y a plus de colombes. Je les remplace par autre chose. Ce sculpteur perpétue humblement l'œuvre entamée par son maître 80 ans plus tôt. Il a pris sa relève et a épousé fidèlement son style à sa mort à la fin des années 70. C'est d'ailleurs aujourd'hui dans sa maison et son atelier qu'il vit et travaille. Il y a deux parties. Le tableau figure la personne qui nous a quittés et le texte en dessous raconte une anecdote de sa vie que tous les gens du village connaissent. Parfois, rien qu'en lisant le texte, ils savent de qui il s'agit, parce que c'est très lié à l'histoire de sa famille, à sa vie, à son travail, à la manière dont il vivait, à ses qualités et à ses défauts. Tout un tas de choses parfaitement connues par les gens du village. Dans notre communauté, tout le monde se connaît, vous savez. La plupart des croix sont faites à l'avance, pour la bonne raison que beaucoup de personnes pensent qu'après leur mort, personne ne s'intéressera à eux. Alors ils viennent et passent commande pour une croix de leur vivant. Après, ils l'emportent chez eux. C'est une tâche sans fin. Et s'il a réussi à maintenir presque intact l'héritage qu'il a reçu, il lui incombera bientôt la responsabilité de choisir l'élève digne de prendre la relève. La question de la mort est difficile, mais oui, j'y ai pensé. Je me suis même dit, et qui va faire ma propre croix? La ferai-je moi-même? Mais ça, jamais. Je vais laisser ce travail à mon successeur, qui voit ça avec les autres gens, et ils la feront en fonction de ce qu'ils penseront de moi. En attendant,
Ce sont près de 800 croix et autant d'histoires de villageois qui peuplent cet étonnant cimetière que certains disent joyeux. Tous les paysans du monde partagent un rapport à la terre qui les unit à elle. Des kilomètres de sillons tracés à la force des bras. Des tonnes de foin coupées à la faux et montées en bottes à l'aide d'une fourche. Des générations de silhouettes courbées à chérir cette terre généreuse. Dans le monde paysan de cette région, le travail n'est pas vécu comme une aliénation, mais comme une valeur. Un champ n'est pas seulement un moyen de subsistance, il est un lieu que l'on visite chaque jour pour le cultiver et s'y ressourcer, pour y puiser l'énergie des anciens qui vous l'ont légué. Dans cette partie très rurale de la Roumanie, les héros sont simples et discrets. Comme une dernière révérence à un monde qui a su perdurer jusqu'ici, j'ai ressenti à plusieurs reprises, dans la lumière de ces paysages bucoliques, toute la poésie qui se dégage de l'authenticité de ces gens. Le monde n'attend pas, et je suis pressé d'aller à sa rencontre.